Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager en bas c'est Béa, tous les jours faut m'encourager. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le RP 2.0 Outre-mer. Alors aujourd'hui, on est toujours un petit peu sur le même fil conducteur, l'autonomie, clé de souveraineté. Alors bienvenue. On a aujourd'hui Marie-France, Anaïs de La Réunion, Arthur va venir aussi. On a en Martinique Sandrine qui est là, notre invitée aujourd'hui. Yannick, j'ai oublié de dire que c'est un invité d'ici. On a aussi du coup Alex qui va intervenir ensuite vers la fin. Il va nous parler de petites choses qui sont fort intéressantes et fort réjouissantes. Bon, alors on va commencer avec la rubrique comment. Alors, la semaine dernière, vous étiez nombreux à réagir comme souvent, beaucoup d'encouragement comme d'habitude. Donc voilà, des petits commentaires rapides. On avait un Emma59 qui disait qu'on avait un instinct de survie incroyable et qu'il était criminel de priver des êtres humains d'eau. Alors je pense qu'elle parle de l'instinct de survie des Antilles, je suppose. C'est vrai que plus de 6 jours d'eau, c'est difficile. Chris Lignot qui apprécie d'entendre les points de vue qui vient d'en dehors de l'Hexagone. Duron M qui nous dit que le moringa au Costa Rica aussi est très utilisé, notamment pour le médicinal. Et elle dit l'eau devrait être gérée par la commune avec les moyens des impôts, tout simplement. On a d'autres petits commentaires avec des liens cette fois. Il y a Anatole Non de RP 2.0 qui nous envoie un petit lien d'un monsieur qui s'appelle Christophe qui parle de ses toilettes sèches compost et qui dit qu'apparemment jusque maintenant, pas de problème. Donc ça vaut la peine d'essayer de se renseigner correctement. Gillette Jaune qui nous fait le partage d'une vidéo de Franck Lepage qu'on aime un petit peu tous bien apparemment, puisqu'elle aussi, réflexion sur les bouteilles d'eau, donc allez cliquer dessus si ça vous intéresse. Jacques Soyer, désolé si j'écorche, qui nous dit « Ne jetez pas tous les politiques avec l'eau du bain ». Il nous fait la remarque que certains font encore le boulot à l'Assemblée. Il lui semble bien, et que pourquoi pas, à la sortie de la crise, ils pourraient être des alliés. Du coup, il nous envoie en lien une députée, je crois, de la France Insoumise, je ne suis pas certaine, bref, une députée qui apparemment fait à vous d'en juger. On vous laisse aller cliquer sur le lien. MDB 306, le Sentinelle, il nous partage un lien pour ne pas oublier. Donc, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit, cliquez-y. Gilles Laprépi qui nous repartage. C'est pas la première fois qu'il nous le partage. On se gouverne.fr. Allez vite faire un petit tour dessus. Ça a l'air très important. Voilà. Il dit aussi vive les pommes. Surfer Rosa, je pense que ça se dit comme ça, et elle nous partage aussi un lien d'une entrevue explosive, dit-elle, avec David Icke. Allez, cliquez un petit tour. Moi, j'y suis pas allée, donc je sais pas exactement ce que c'est. On a ensuite des petits encouragements. J'aimerais juste faire un petit coucou du coup à tous ceux qui nous encouragent. Merci beaucoup. Merci de participer dans les commentaires. Merci aux gens de Lyon, des Hauts-de-France, d'Avignon, de Toulouse, des Dômes, etc. Des Drômes, on dit maintenant. Et à Christine qui participe beaucoup aussi dans les commentaires. J'ai pas vu l'ami René cette fois. M2 qui nous partage, qui nous dédie un petit morceau à écouter sur Internet. Un peu de détente, ça fait du bien, merci. JL et Manu Fin. Je crois que j'ai bien noté, je suis pas certaine. Donc merci à vous, continuez à commenter, continuez à partager avec nous, à débattre avec nous dans les commentaires. On se fait un plaisir de les lire et d'y répondre. C'est dommage qu'il n'y ait pas Vincent tout de suite parce qu'il y avait une question pour lui. Peut-être tout à l'heure, lui poser la question comme ça au vol, mais sinon peut-être il va vous répondre dans les commentaires. Je parle du coup à Bonnet, B-O-N, 2-N-E-T, MMB Bonnet. Donc voilà, peut-être il te répondra. Voilà, ensuite on enchaîne direct. On va aller directement voir du côté de la Réunion avec Marie-France qui va un petit peu... la Réunion ou Martinique du coup? Je sais On, pas trop. on peut commencer Allez, avec. On verra. Martinique comme ça.
La Réunion, et comme ça, on enchaîne directement avec Avec la Alex. Martinique. Ok. Donc on va commencer par la Ah, ça- Martinique. C'est ça, hein, Voilà, tu donc, veux dire. Ok. mhm. Ah, merci. Alors, dans notre émission du jour, Rond-Point 2.0 Outre-mer, notre titre, on l'a toujours regardé. On est à l'épisode 4. L'autonomie, 2 points, la clé de la souveraineté. Point d'interrogation. On va essayer d'y apporter quelques alternatives aujourd'hui encore. Donc, Sandrine de la Martinique et ensuite avec Yannick de la Réunion. Donc, avec Sandrine, on va parler des promesses d'Emmanuel Macron, voir si ces promesses sont adaptées ou pas par rapport au plan d'urgence économique qu'il nous a annoncé. Et ensuite, on reviendra vers Yannick pour qu'il nous dise pourquoi l'autonomie alimentaire est importante sur une île. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Sandrine. Sandrine, je suis tombée sur un article de journal le samedi 18 avril dans Outre-mer 360. Le titre, c'était Guadeloupe. Près de 8 chefs d'entreprise sur 10 sont inquiets pour la poursuite de leur activité. Donc je te lis juste le petit passage qui m'a intéressée et on en rediscute tout de suite après pour comparer cette situation avec toi, avec la tienne en Martinique. Alors je cite le journal. Dans sa dernière enquête consacrée à l'impact du Covid-19 sur les entreprises de Guadeloupe, l'Institut Calistat, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, a interrogé au début du mois d'avril près de 500 chefs d'entreprise sur leur ressenti concernant la crise sanitaire. 79% des dirigeants se disent inquiets pour l'avenir de leur entreprise ou pour leur activité professionnelle. Parmi les secteurs les plus inquiets, on retrouve 88% du BTP, 87% du secteur du commerce et 74% les services. 69% pensent que les mesures gouvernementales sont inadaptées. Le panel interrogé estime à 9 mois la durée nécessaire pour retrouver leur niveau d'activité avant la crise. Fin de citation. Alors Sandrine, toi la Martinique, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ce que je viens de dire? Est-ce que toi tu es rassurée? Dans quel secteur tu es déjà? Alors moi, j'ai un magasin de souvenirs et de tabac. Et non, pas rassurée du tout, parce que toutes ces aides promises, elles sont toujours sous conditions. Et les conditions, c'est de ne pas avoir de dette fiscale ou sociale. Bien, parce qu'ils avaient fait une enquête en Martinique, nombre de TPE, on doit tous de l'argent au RSI. Une majorité des entreprises, il y a plus d'une petite TPE sur deux qui doit de l'argent au RSI. Donc, on n'est pas éligible aux aides. Alors, déjà, c'était difficile. Là, c'était notre fin de saison. Donc, après, on retombe dans la basse saison. Donc, même s'il y a des confinements, on n'aura plus de touristes, nous, en tout cas, dans le secteur du tourisme. Et on ne pourra jamais rattraper notre chiffre d'affaires perdu. Et pour payer nos charges, même si c'est un report, elles seront toujours à payer. Et ça, le manque à gagner, on ne le retrouvera jamais. Et vu les mesures qu'ils sont en train de prendre, il faudra bien payer à un moment donné tout ce qu'on nous promet comme argent. Donc, on s'attend à des impôts bien plus lourds et là, on n'y arrivera plus du tout. Donc, moi, je sais que pour ma part, j'ai pris la décision de faire une cessation de paiement, de déposer le bilan avant que ça s'empire parce que sinon, là, on court vers la catastrophe. Bien sûr. Parce que nous, on n'a vraiment aucune aide. Donc, payer les loyers, moi, mon propriétaire, il vient juste de racheter le local, il a un prêt, je suppose. Donc, t'imagines bien que lui aussi, pour lui, c'est problématique si je ne paye pas mon loyer. Tu sais, je me permets de t'interrompre, excuse-moi. On a reçu la semaine dernière un commerçant de la Réunion qui nous disait justement par rapport à ça que les reports devaient être, bon, tu connais la chanson, hein, les reports devaient être reculés au maximum pour les entreprises et qu'au final, lui, au mois d'avril, début avril, il a vu que toutes ces traites sont passées en fait et que les banques ne jouaient absolument pas le jeu. Donc ça aussi, tu veux nous dire que
pareil en Martinique alors. Parce qu'apparemment en Guadeloupe Ah oui, aussi. exactement la même chose. De toute façon, c'est comme d'habitude, des effets d'annonce. Il annonce, les gens le croient. Moi, je vois, même mon père, quand je lui ai dit, tu sais, je n'ai droit à aucune aide, il me dit, mais s'il a promis que vous aviez des aides, et là, après, une autre fois au téléphone, j'ai dit, on n'a toujours pas d'aide, on doit, on a le droit à rien. Il me dit, ah ouais, mais c'est pas normal. Là, il commence à l'admettre. Mais au départ, voilà, les gens, c'est toujours l'annonce et les gens croient toujours ce qu'il annonce. Et du coup, tu nous dis Euh, que tu déposes ton bilan. Ça veut dire que tu fermes ta Ah oui, société. je préfère arrêter maintenant et me mettre au RSA hein, en attendant, parce que sinon, ça va empirer, quoi. Et je vais repartir et puis être esclave pour payer les dettes, travailler pour payer des dettes, payer des dettes et plus pouvoir vivre. Oui, Anaïs. du coup, j'aurais une question. Est-ce que tu penses que ça pourrait pousser des petites entreprises à du coup se surendetter encore une fois, à se dire voilà, j'ai peur de perdre parce que c'est quand même un petit bébé, enfin entre guillemets, tu lances une entreprise, c'est pas rien, tu vois, tu mets toute ta vie, ton temps, des fois tu vois pas tes enfants. Par exemple, pour la restauration, par exemple, c'est carrément le cas, parce que les vacances et week-ends, tu y es quoi. Est-ce que ça les Mhm. pousserait pas à refaire encore des prêts auprès des banques? Et du coup, les banques profitaient pour en distribuer des tonnes pour, du coup, comment dire? Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je vois à long terme, quoi. Est-ce que ça pourrait pas pousser des gens à faire des prêts pour que les banques elles puissent récupérer avec un taux énorme et au final faire travailler plus encore pour, voilà. Parce que on n'est pas sans savoir qu'en fait, la finance est un peu branlante. Ça fait un moment qu'on nous parle de krach boursier, etc., etc. Est-ce que ce serait pas un plan de secours de encore pomper sur les plus petits? Voilà, une hypothèse, je pose la question. Ben oui, mais de toute façon, là, ils ont promis, normalement, là, on a le droit, bon, moi, dans mon cas, je peux pas parce que j'avais d'autres soucis au niveau de la banque, mais normalement, tu as le droit à un prêt garanti par l'État, mais les banques, elles ne jouent pas le jeu avec les petits. Normalement, elles devraient pouvoir prêter sans problème vu que c'est l'État qui garantit le remboursement. Mais même si c'est un prêt à taux zéro, ça fait encore des charges supplémentaires pour l'entreprise à rembourser plus tard. Et on va pas être sûr de retrouver une activité économique de sitôt 9 mois ils sont bien optimistes pour moi. Parce que là, tu vois, on n'est pas encore déconfiné. On ne sait pas comment ça va se passer. Les gens, est-ce qu'ils vont pouvoir voyager comme ils veulent? Tu vois, ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et on n'est jamais sûr de l'activité qui va reprendre derrière. Sans parler de ceux qui vont perdre aussi leur emploi déjà. Ça sera des gens qui par la suite ne pourront plus consommer comme avant. Donc, ça risque d'être très difficile. Et puis, voilà, l'esclavage, il est aussi avec les crédits. Les gens vont travailler, acceptent beaucoup de choses à cause des crédits à payer. Il y a beaucoup de gens qui sont gilets jaunes. Ils n'ont pas suivi la grève générale. Pourquoi? Parce que oui, il y a les crédits à payer à la fin du mois. Et si on ne travaille pas, on n'a pas de paye, on ne peut pas payer et on perd tout. Donc, c'est vrai que les crédits, ça nous tient. Et moi, personnellement, j'ai dit stop, je veux retrouver ma liberté et je ne veux pas me, j'en ai marre d'être, ça fait 15 ans que je suis dans le commerce et là je me dis il faut arrêter, on travaille plus pour payer nos charges et nos dettes que pour vivre correctement. Et du coup, il y a des gens qui craignent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les grosses entreprises finissent par tout racheter des personnes, des petites entreprises qui ont du mal et qui n'arriveront pas de toute façon à s'en sortir. Et du coup, et par rapport à ça, réussir à étendre un peu plus leur toile, je sais pas comment expliquer. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un risque, toi, de ton point de vue? Oui, oui, en plus, quand tu regardes un petit peu, même au niveau boursier, l'économie réelle est complètement effondrée. Malgré tout, les cours de bourse de certaines grosses sociétés ne s'écroulent pas. Il y en a, elles montent. Les mecs, ils rachètent pendant ce temps-là. Donc après, même nous en Martinique, on se doute bien que les béquets vont racheter pas mal de choses. Ils avaient déjà un bon monopole. Imagine bien qu'ils vont l'avoir encore un petit peu plus. Et puis si tu veux travailler, tu vas aller travailler pour qui? Pour eux, parce que ça sera qu'eux qui pourront proposer de l'emploi. Euh, alors attends. Yannick, comme tu es là,
tu es revenu. Est-ce que tu aurais une question pour Sandrine, toi? Toi, Réunionnais, commerçant également. Ouais. Non, moi, bon, c'est un peu différent pour moi, mais c'est vrai que je vois dans le centre-ville depuis Parle plus il y a fort, un mois Yannick, et s'il te demi. plaît. Tout le monde Tu peux m'entend? rapprocher ton micro? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moyen. Un test? Moyen? Euh, alors là, du coup, je ne sais pas quoi faire si vous ne m'entendez pas. Pour voir si je vais me rapprocher un peu. Est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Allô, allô? Parle dans ton Ça va micro mieux? comme ça. Comme ça, là? Oui, génial. Ah, d'accord. Il faut que je... Alors, attends. J'ai réduit le... Ah, il y a bonhomme. Bon. Comme ça, alors. Ouais, super, super Yannick, merci. Alors, attends, faut gérer l'écran. Alors, attends, on va dire bonjour, bonjour Anaïs et bonjour Sandrine. Bonjour. Donc, pour en venir au petit commerce, si je vois ça avec notre centre-ville, bon, j'ai pas les chiffres en tête et je suis pas un économiste en herbe ou quoi que ce soit, mais bon, bah, à Saint-Pierre, on devrait être la deuxième ville de la Réunion, au point de vue économique, patati et patata. Donc, depuis un mois et demi, bon, bah, le centre-ville est désert, hein, est déserté. Euh, le peu de commerce qui est ouvert, bon, bah, c'est les commerces alimentaires. Donc, on repart sur les boucheries, les boulangeries, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fromager, traiteur, et puis les petites épiceries et maraîchers. Bon, en plus, il y en a pas tant que ça. Et en parlant avec mon qui est ouvert depuis les années 40 ou 50, donc je crois que c'est ça devrait être, ça devrait être son grand-père qui a ouvert la boucherie. Malheureusement, il y a le licenciement de trois, si je ne me trompe pas, trois employés qui va arriver bientôt. Et il va aussi se reconvertir plutôt en traiteur qu'en boucherie, parce qu'il il y a eu des jours où il a fait 15 euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, bon ben, c'est pas les résidences qui manquent, hein. Dans un rayon de, allez, on va être large. Dans un rayon de 300 mètres, il y a des résidences quand même à côté de chez lui, quoi. Il était à côté de la gare routière, qui malheureusement a vu une baisse de trafic drastique. Et donc, il a bien sûr perdu de la clientèle, mais en même temps, en passant devant un grand centre commercial aux couleurs bleu, blanc, rouge, les parkings la semaine dernière étaient pleins comme un jour normal. Donc les gens préfèrent mettre un masque, mettre des gants, euh, faire la queue avant d'entrer dans le centre commercial, faire la queue pour entrer dans le supermarché, faire la queue à la caisse, que de passer 5 minutes, allez, 10 minutes au boucher. Et pour des prix, bon, peut-être un petit peu plus cher, ou lui, il me disait que il vendait par exemple son blanc de poulet à 9 euros et il était passé au Super U à côté de chez lui. Le blanc de poulet de la même marque était à 10,90 alors que lui, boucher indépendant, le vendait allez, pratiquement 2 euros moins cher. Donc c'est problématique je ne vais pas trop parler de tout ce qui est chaussures, vêtements, tout ça, parce que bon, je, je pense qu'il y a une surconsommation. Euh, mais c'est problématique pour nos artisans. Et à un moment donné, une de vous deux, soit toi, Marie-France, soit Anaïs, je ne me rappelle plus, avait mentionné la, la main basse des géants euh, des géants de grande surface sur ça. Oui, c'est malheureux.
le monsieur qui habite à 200 mètres de mon boucher, il préfère sortir en confinement, faire 5 à 10 minutes de voiture. Euh, Allez, je passe généralement en moyenne 30 minutes dans une grande surface, quand il n'y a pas de queue. Encore 5 minutes de voiture. Alors que, bon, bah, si c'était que pour ça, bon, bah, c'est vrai que. Enfin bon, bref, c'est problématique pour nos artisans. Après, bah, je sais pas, on va faire par ordre alphabétique. C'est Naïs ou Anaïs? Ah, Anaïs. Anaïs, donc on fait Anaïs Elle avec A. triche. C'est parce qu'elle triche pour avoir toujours la première place. D'accord. Non, à toi, Anaïs, pardon. Bah, ça dépend, Marie-France, si ta question est directement pour Yannick, je préfère que tu y ailles avant, parce que ma question, elle s'adresserait plutôt à Sandrine. Comme ça, Ah, ça ferait... eh bien justement, je voulais faire ça. Vas-y, Sandrine, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on a une question pour toi? Je voulais rebondir sur les deux. Ok, Anaïs a une question pour toi. Oui, et du coup, tu parles de main basse et on parle de nos artisans et nos petits commerces. Et au début du confinement, peut-être 2 semaines après, je regarde régulièrement France O le matin, j'allume et il y a tous les journaux télévisés de chaque île, de chaque Mayotte première, Guadeloupe première, etc. Donc on a un petit peu, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit la réalité. Du coup, j'en profite pour te poser la question. En Martinique, les habitants avaient décidé et ils faisaient, du coup, ils étaient plus présents, apparemment, au niveau des petits commerces parce qu'ils se sentaient plus en sécurité là qu'en grande surface. Toi, autour de toi, qu'est-ce que tu as pu constater? Est-ce que ça a continué? Est-ce que les gens continuent à bouder, entre guillemets, les grandes surfaces ou comme à La Réunion, eh ben, ils ont plutôt tendance à être attirés par les grosses enseignes? Bah, c'est un petit peu mitigé parce que bon, moi je t'avoue que comme je suis dans l'extrême sud de l'île, sur le Marin, une commune, on est vraiment tourné vers la mer, on a une marina, on a des petits commerces de proximité, les gens y vont quand même, tu vois, on a une boucherie locale, les gens y vont. Bon, le marché, ils l'ont fermé, donc maintenant les gens peuvent plus y aller, mais il y a quand même des petits vendeurs en bord de route, vers les grandes surfaces, et les gens s'arrêtent. Le problème, c'est qu'on a des petits vendeurs, des fois, qui jouent pas toujours le jeu et qui abusent sur les prix de certaines choses. Mais les gens ont quand même tendance à aller au supermarché, quoi. C'est affolant. Et moi, je sais que la dernière fois, je suis allée vers un supermarché. Il y a une petite boutique bio. Elle avait des légumes dehors. Je suis allée. Les gens faisaient la queue pour aller au supermarché. Moi, j'ai pris 1 kilo de tomates et le kilo de tomates, il était à 1,67 €. Tu vois, vraiment pas cher, des petites tomates bio. Et les gens, pendant ce temps-là, ils vont au supermarché, puis ils râlent parce que les tomates sont chères au supermarché, mais ils ne regardent pas à côté. Mais déjà en temps normal, moi, je sais que je boycotte pas mal le circuit des grandes distributions. J'ai accès à des producteurs locaux et j'en fais bénéficier mes clients, j'en parle autour de moi. Du coup, on crée une petite communauté. On a un maraîcher qui fait des super bonnes laitues pas chères. Ben, j'en fais profiter mes clients. Après, ils lui passent commande. Pour les œufs, tout ça, c'est pareil. À chaque fois que je rencontre des gens qui vendent comme ça des produits de chez eux, pas trop chers et c'est super bon, je partage et ça crée un petit réseau. On essaie de faire des petits réseaux comme ça pour boycotter le gros système. Ça me permet, merci Sandrine, ça me permet de faire ma transition entre toi qui trouve une alternative malgré les difficultés que tu rencontres avec ta société. Tu arrives quand même à faire un petit bascule dans l'entraide entre personnes et liquider ta société, mais réussir quand même à manger, ce qui est quelque chose d'essentiel. Ce qui me permet d'arriver donc à Yannick, qui peut-être va nous expliquer l'autonomie alimentaire, parce que Sandrine, donc pour synthétiser ta situation, donc tu as vu, tu t'es rendu compte que ça allait être difficile, c'était déjà difficile et que c'est encore plus difficile encore pour ton activité professionnelle. Donc tu te dis, tu t'arrêtes maintenant, tu vas réduire la casse. Donc voilà, tu liquides. Mais en attendant, il faut que tu manges. Et là, tu viens de nous proposer une alternative, c'est-à-dire se débrouiller quand même à trouver à manger, ce qui se fait non pas dans les supermarchés,
mais auprès des agriculteurs. Voilà. Chose que Yannick a compris déjà depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps avec Yannick. Donc c'est quelque chose qu'il pratique et lui il est commerçant aussi. Donc lui c'est pareil, son activité, il ne peut pas la faire en ce moment, mais il arrive quand même à rebondir et à trouver une alternative pour nourrir sa famille. Et les copains en profitent en même temps, n'est-ce pas Yannick? Donc ça fait longtemps, toi, tu me parles d'autonomie alimentaire à La Réunion, que c'est quelque chose de très important pour toi, parce que, étant une île insulaire, on n'a pas le choix, quoi. Un jour, tu m'as dit, et si les bateaux ne venaient plus livrer chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je Est-ce... t'avais déjà dit, et si on Voilà. fermait tout? Allez, on ferme le port, on ferme l'aéroport, et puis Vas-y. on met les politiques qui ne veulent pas rester dans le bateau aussi. Pour repartir. Voilà. Alors, dis-nous, pourquoi c'est important, selon toi, Ben, l'autonomie alimentaire, que ce soit pour une île ou pour une autre... oui, c'est bon ben pour la petite histoire, moi je suis revenu d'une longue expatriation en France, bon donc à La Réunion après une vingtaine d'années, et donc ben, j'ai redécouvert notre belle île et puis notre beau pays ou plutôt système, etc., etc. Et, et c'est vrai que bon, bah, ces dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements dans ce sens-là où tu voyais des mairies, des initiatives en métropole. Euh, Ici, je ne m'en rappelle pas, mais c'était un maire en métropole qui avait décidé, au lieu de vendre un terrain pour qu'ils en fassent des résidences, eh ben, il a décidé de ne pas vendre ce terrain-là et d'en faire un maraîcher. Et il pouvait nourrir les écoles maternelles de sa ville. Bon, Parle bien dans sûr, ton micro, pas. parle dans ton micro, s'il te plaît, fais comme moi. D'accord. Donc je recommence tout. Donc je parle des initiatives qui s'étaient développées ces dernières années, et l'idée qui m'avait marqué, c'était un maire en métropole qui avait décidé justement de ne pas vendre un terrain dans sa ville pour de la résidence, pour l'habitation, et d'en faire un terrain agricole, d'en faire un maraîcher pour pouvoir nourrir les écoles, pour pouvoir fournir les écoles maternelles de sa ville. Et donc, ça marchait assez bien. C'était pas à 100%, mais il se débrouillait assez bien. Je croyais qu'au niveau légumes, il arrivait à fournir à 60% des écoles maternelles. Donc, pour une petite ville de province, bien sûr, hein, c'était pas Montpellier ou Bordeaux, mais il arrivait à fournir 60% des légumes aux écoles maternelles. Et dans ce sens-là, voyant que bah, ici, euh, moi, j'ai toujours fait le marché forain, même quand je venais en vacances. Et bon, bah, si tu voulais des oranges, des pommes, bah, t'as pas le choix, hein, c'est l'Afrique du Sud. Et bon, bah, j'en achetais parce que bah, ma grand-mère en voulait ou mes parents en voulaient, et puis voilà. Mais bon, bah, depuis que je suis arrivé ici, je fais un peu plus attention. Et surtout, depuis que j'ai lancé mon activité, ben, voilà, aujourd'hui, ça fait un an un petit peu à l'arrêt cette activité, mais j'avais un bar à jus ambulant, on va dire, sur les événements sportifs. Et donc, bien sûr, j'ai pris la décision de faire que ce bar à jus qu'avec des fruits de saison. Donc, je travaille qu'avec des fruits que j'achète avec les producteurs du coin. Et donc voilà, donc si quelqu'un vient sur une des courses, bon, c'était des courses de trail, de triathlon, peu importe. Elle me dit, bon, je veux un jus d'orange. Ben, si j'avais pas d'orange, ben, j'allais pas en acheter pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Mais bon, bah, euh, les gens aimaient bien l'idée de pouvoir consommer des fruits de saison et des fruits locaux, quoi. Et bon, ben, au lieu d'avoir une panoplie je sais pas, 10 fruits différents, ben, j'en avais 4, 5, 6, et puis quelques légumes pour faire les mix que j'avais pu euh, trouver sur les marchés. Et donc à partir de là, ben, c'est vrai que c'est important d'avoir ça accessible.
Si demain l'Afrique du Sud ferme ses portes, où est-ce qu'on va trouver nos pommes, où est-ce qu'on va trouver nos oranges? Si, comme on a eu une crise récemment, bon, je sais pas si les bateaux se sont vraiment arrêtés, mais, euh, mais c'est plus facile d'avoir ça sous la main que d'aller les chercher ailleurs. C'est plus facile de pouvoir contrôler. On sait que bah, les oranges viennent de chez Sandrine, les ananas viennent de chez Anaïs, et les bananes viennent de chez Marie. Enfin, vous habitez où? Vous habitez Saint-Pierre? Bah, écoutez, bah, vous voulez des bananes, allez voir Marie à la ravine des Cabris, et puis voilà, hein. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on puisse pouvoir bah, se nourrir. Et là, c'est un bon exemple de ce qui s'est passé récemment. Crise d'oignon à La Réunion, crise d'ail, il n'y en avait pas. Il y a un mois, sur les marchés forains, on trouvait des oignons importés à, je vais dire une bêtise, hein, je m'en rappelle plus du prix, mais on va dire à 1 euro, 1,20 € peut-être. Et puis ben, c'est passé à 6 euros. Voilà quoi, c'est dingue. Même les oignons importés de France bio étaient moins chers. Mm. Ouais, et maintenant l'ail importé est passé à 10 euros. Et puis l'ail pays est passé à 40 euros le kilo. Bon, en même temps, c'est contre-saison. Ça passe la fin. Et là, ils sont en train de replanter, donc il n'y a pas de stock. Quand il n'y a pas de stock, les gens font flamber les prix. Et puis voilà, hein. Donc du coup, ben, Marie fait une question. Ah enfin, j'ai cru que tu allais me laisser comme ça, dans le vent, le doigt en l'air, j'ai failli avoir une crampe. J'ai eu mal au doigt, merci. Tout Merci ça pour Yannick. nous dire ça? Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. J'y arrive. Tu sais, je suis tombée sur un article, tu me diras, je tombe que sur des articles, c'est fou. Le 17 avril, dans Info 974, où je sais pas si Pas tu l'as... mal, Marie-France, hein. Ah, je sais pas si tu l'as vu passer, où Frédéric Vienne, le président de la Chambre d'agriculture, il dit bâtir et conforter un nouveau modèle agricole pour la Réunion, passer la crise du coronavirus. Donc lui, il anticipe, mais après le coronavirus. Mais il me semble qu'il a déjà dit cette phrase et que tous les ans, il dit, vous voulez du... Comment il appelle ça, lui? De l'autonomie vertueuse. Vous inquiétez pas, on s'arrange de tout, mais sans, tout en gardant la culture de la canne à sucre, ça, on ne change pas. Tout en gardant, parce que la chambre de l'agriculture, c'est eux qui décident, quand tu veux monter un terrain agricole, c'est lui qui te dit, là tu peux pas, il y a tant d'hectares, là il n'y a pas, ben, c'est lui qui décide à quel niveau tu peux ou tu peux pas le faire. Ça vaut aussi pour la viande. Bon, je sais pas si Christopher va venir nous en parler ou quoi, mais ça vaut aussi pour la viande. Bref, tout ça pour dire que finalement cet article a fait beaucoup réagir les gens. Donc si j'ai 2 minutes juste pour rappeler juste deux trucs, deux commentaires que j'ai vus et qui m'ont quand même marqué. Les gilets jaunes ont ouvert les yeux à certains et permis quand même de faire des liens et mettre en place quelques actions. Espérons que le Covid-19 permettra d'aller plus loin dans notre vie, dans notre prise de conscience. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais... Ah, il y en a un qui m'intéresse. Un commentaire. Les azalées ont réinvesti des lieux abandonnés pour planter. Planter partout est une solution qui se développe un peu partout dans le monde. Un mouvement indien incitait les gens à voyager ou se promener avec des sacs de graines et de les jeter sur les bords de chemin en parcelles en friche. Bon, il y en a plein des commentaires comme ça, c'est-à-dire en réaction à l'article de Frédéric Vienne, les gens, on se rend compte qu'en fait, ils comptent absolument pas sur les pouvoirs en place et qu'on se débrouille très bien tout seul, d'où notre autonomie. C'est ça que je voulais dire, qu'on n'attend pas la fin du confinement pour se dire comment on va faire. Et ce qui m'amène à dire, en fait, Yannick, c'est que tu m'as fait découvrir une page Facebook cette semaine ou la semaine dernière qui s'appelle l'autonomie alimentaire de la Réunion, que je trouve être une page très bien fournie. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait, s'il te plaît?
Non, il dit non. Écoute, Alors que je sais bah, pourquoi. écoute, non, Parce que, pourquoi? parce que, Bah oui, parce que je l'ai découvert une semaine avant toi. Alors, oui, mais tu m'en as fait profiter. Bah, l'échange ouais. qui se fait alors, pour, tu sais, pour montrer l'entraide et qu'on a déjà anticipé tout ça et qu'il y a déjà des choses qui se passent. C'est ça que Ouais. j'aimerais que tu parles. Bah oui, les gens. Bah, le truc, c'est que bah, il y a beaucoup d'actions, je pense, qui doivent, qui sont autour de nous, mais qu'on n'est pas forcément au courant. On ne sait pas où chercher tout cela pour pouvoir s'organiser. Euh, pour en revenir à l'autonomie alimentaire, ou peut-être pas du tout. J'ai perdu Bah, le fil de mon sujet, mais, c'est vrai que bah, faut, euh, il faut que nos politiques, enfin, nos politiques auraient dû en avoir conscience depuis bien longtemps, quoi. C'est dommage qu'ils soient dans leur petit monde à eux, et pareil pour le président de la Chambre d'agriculture. Pourquoi maintenant? Je dirais c'est trop c'est tard. un peu tard, ouais. Euh, oui, bah écoute, comme mon bar à jus s'est arrêté, et avec des voisins qui m'achetaient des légumes, et puis c'est comme ça, bon, petite parenthèse, où on a commencé à acheter entre voisins sur le marché de gros, et se partager ce qu'il y avait, quoi. Donc ça fait la quatrième semaine que je suis parti. Et le lien avec le marché de gros, ben, si tu regardes les agriculteurs qui sont là, ben, ils ont la cinquantaine à monter. Donc ça veut dire que pour une bonne partie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est la relève. Donc peut-être difficile de parler d'autonomie. Beaucoup de gens se sont orientés vers la canne à un moment donné. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, si c'est les subventions ou autre, mais peut-être que c'était plus facile d'avoir de la canne que d'avoir de la pomme de terre ou autre, hein. Après, bon, comme je dis, je ne sais pas, hein, ça fait 2 ans que je suis rentré à La Réunion, et c'est juste des observations. C'est bien que dans sa conversation, Alex a mentionné qu'il y avait 60% des, de de ces visiteurs qui avaient moins de 30 ans. Ça serait bien qu'il y ait des vocations qui naissent, parce qu'on a une population vieillissante, et que le travail est toujours dur. Et je pense que peu importe, euh, euh, peu importe les subventions, la relève faudra une bonne motivation pour la relève, pour qu'on soit autonome. Et c'est une des raisons pour laquelle ben, moi, j'ai décidé de ne pas acheter de produits d'importation. Un bon exemple, juste aujourd'hui, avec un voisin qui est venu, lui demander le prix de la pomme de terre. Le prix de la pomme de terre au marché forain, samedi, elle était à 5 euros. Et lui, pour 5 euros, dans un supermarché, il a pu acheter 2 kilos ou 2,5 kg de pommes de terre. Métropole. Donc la pomme de terre, elle vient par avion, parce que je ne pense pas qu'elle vienne par bateau. La pomme de terre, elle vient par avion, enfin peut-être qu'elle vient par bateau, hein, je ne sais pas. Ben, La ça pomme de va terre, pas, non. voilà, bien conservée. Elle vient de la métropole, et elle est 2 fois moins chère que la pomme de terre Réunion. Donc là aussi, il y a un problème. Après, peut-être on peut voir aussi, on peut repartir sur les agriculteurs en métropole qui n'arrivent pas à vivre parce qu'ils sont obligés de brader peut-être la pomme de terre à 50 centimes, et puis pour qu'elle arrive à 5 euros à la Réunion. Enfin bon, j'en sais rien. Mm. Mais c'est tout un problème, une problématique. Et donc, il y a beaucoup à faire, je pense, au niveau de l'autonomie alimentaire. Mais les gens en prennent conscience, hein, tout le monde en prenne conscience. Voilà. Oui, Ben, c'est ce à quoi je voulais en revenir, en fait. Qu'on prenne chacun conscience et qu'on se dise, qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on veut en vrai, qu'est-ce qu'on veut au final. Euh, Manger, avoir de l'eau potable. Donc on ne peut compter que sur nous-mêmes ou sur les échanges qu'on a entre amis, entre gens qu'on connaît, quoi.
Donc ne cessez jamais d'aller chercher la vérité. Je l'ai dit la semaine dernière et je le répète aujourd'hui. Sandrine tout à l'heure disait qu'elle avait trouvé le moyen de faire des échanges de légumes avec son entourage et des œufs, etc. Il me semble que toi aussi, Yannick, à monter un petit réseau comme ça et à se le partager, à faire profiter tout son entourage. Et il n'y a que comme ça qu'on verra que la pilule sera plus facile à passer. Ouais, puis Euh, et on était 3 familles au départ, et là on ouais, est une douzaine de familles dans le bah, voisinage. tu vois un peu ce que tu arrives à faire, toi tout seul, imagine. C'est formidable, hein. Donc toi, Sandrine, alors du coup, tu vois, finalement, vous êtes venu nous parler de la faillite de votre... on dépose son bilan, on fait faillite, hein, de la société, et au final, on rebondit par... vous avez trouvé une alternative, chacun, à savoir quand même l'essentiel, manger, boire. Et c'est ça Exactement. l'essentiel et le plus important. Donc, répondre à la question, l'autonomie, est-ce la clé de la souveraineté? Pour la Oui. conclusion, je vais laisser Anaïs y répondre. Et voilà donc notre ami Arthur. Merci les amis, à bientôt. À bientôt. Salut Yannick. Merci encore. Hein, merci beaucoup. Nous retrouve. N'a retrouvé. Alors, on parlait d'autonomie alimentaire avec Yannick, et du coup, pour faire une petite note un peu plus positive, on va aller voir un petit peu du côté de Alex qui va nous parler de ce fameux permatour, qui nous expliquera un petit peu ce que c'est. Alors, ce que j'en ai compris à peu près, c'est rendre accessible au plus grand nombre le goût et les rudiments de la permaculture. Est-ce que ça va comme présentation ou bref du truc? Ouais, c'est pas mal. C'est une belle intro, ouais, pour ce projet-là. Euh, à savoir que ce projet, il a été créé il y a 4 ans de ça, il y a 5 ans. Là, on va sur sa 5e année, là, en octobre. Ça se passe un mois tous les ans. Et le principe, c'est de faire le tour de la Nouvelle-Calédonie, de tous les endroits qui veulent bien accueillir le permatour. Et en fait, c'est du woofing organisé. Et le principe, c'est d'emmener vraiment les gens à aller vivre des moments chez un hôte et, euh, et de travailler la terre avec l'hôte et en échange de repas et d'un endroit où on peut poser la tente et puis se poser quelques temps. Euh, les motivations de ce projet à la base, quand je l'ai créé, c'était vraiment de pouvoir permettre aux gens de la ville qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas de jardin, d'apprendre et de partager et de reconnecter. Et en fait, j'avais beaucoup de copains qui faisaient des grosses colocs. C'était des gens qui venaient de France, des gens qui venaient d'autres pays, qui n'avaient pas du tout de lien avec des gens du Nord et tout ça, qui n'avaient pas moyen de toucher à la terre. Et des gens qui galéraient un peu avec le SMIC, enfin tout ça. Mais par contre, qui étaient passionnés de permaculture, qui avaient envie d'apprendre, qui avaient envie de connaître des choses. Et puis d'être souverain de soi-même finalement. Parce que quand on sait comment planter sa nourriture, après, on est souverain déjà de son premier besoin. Et donc c'est un réel agriculteur, c'est le plus vieux métier du monde et je pense que c'est un réel instinct dans nos gènes de savoir comment se nourrir par nous-mêmes. Et du coup, même au XXIe siècle, c'est un instinct qui touche encore des gens et donc il y avait ce réel besoin de reconnecter à la terre, mais pas moyen de le faire. Pas motivé et surtout c'était des jeunes qui avaient mon âge, qui n'avaient pas forcément un travail fixe, qui avaient que des petits boulots, de partir et puis de revenir trouver autre chose. Et du coup, voilà, c'était de prendre tous ces gens-là et puis de faire le tour de Calédonie et d'aller vivre à la route pendant un mois et puis découvrir ce que c'est. Apprendre sur des endroits où ils ont déjà développé de la permaculture ou alors aller aider à apprendre chez qui on allait, leur apprendre aux gens chez qui on allait à mettre en place des systèmes en permaculture. Et le but, c'est vraiment d'échanger, de partager. Autour de ça. L'avantage pour un agriculteur qui souvent se retrouve seul sur sa propriété, mais qui a envie de faire bien, sortir du conventionnel, faire son petit potager bio à côté, ou alors tout simplement sur des terrains de gens qui ont envie de vivre en autarcie, mais qui n'ont pas forcément la connaissance ou qui n'ont pas la main-d'œuvre aussi, parce que ça demande du boulot hein, quand on veut mettre en place.
Et là, d'un coup, bah, il y a 10, 20 personnes chez eux pendant 4-5 jours, et puis on travaille, quoi. La terre, tous ensemble, et on apprend. Et ça, on avance d'étape par étape, comme ça, tout autour du caillou. Et là, cette année, là, enfin, l'année dernière, pardon, j'ai, pardon, là, j'ai un truc qui me dit, je dois fermer le programme, il y a eu un bug. J'espère que c'est pas notre vidéo, non? Ça va? Je suis toujours là? Oui? Vous m'entendez? Pardon, j'ai eu un truc sur l'ordi, un message. Et là, l'année dernière, j'ai rentré ce projet dans mon association de permaculture qui s'appelle Maleva. Et du coup, là, j'ai pu profiter, on va dire, de la com de toute l'asso. Et puis, ben, clairement, une asso de permaculture et un projet qui parle de permaculture, il fallait que ça s'unisse à un moment donné. Et donc là, ben, c'est parti. On a eu beaucoup plus de moyens humains. Et du coup, on a pu faire 14 étapes pendant un mois. Et donc, aller de tribu en tribu, aller rencontrer des gens qui voulaient mettre en place ce genre de choses. Après, on n'est pas là pour non plus donner de la main-d'œuvre gratuite à des personnes qui font du conventionnel et qui veulent qu'on leur désherbe leur ligne de carottes jusqu'au bout, quoi. C'était vraiment pas le but. Le but, c'était vraiment de parler de cycles de G en perma qui sont solides et viables dans le long terme et le plus autonome possible. Et, donc voilà. Et ouais, donc là, ce qu'il y avait d'intéressant l'année dernière, c'était qu'on avait un format qui maintenant convient super bien pour les prochains coups. C'est on arrive l'après-midi chez la personne qui nous accueille, on fait un geste de coutume, un geste de bonjour. Chez nous, c'est hyper important dans la culture kanak. Donc ça permettait aussi de transmettre cette culture au travers de nos échanges parce que c'est vrai que quand on va dans une tribu, on fait le geste, c'est normal. Mais quand on va sur une propriété où c'est des vieux caldoches, anciens colons, tout ça, faire le geste, là, ça devient oula, toi, t'es pas kanak, moi, je suis pas kanak, et tu me fais un geste, ça veut dire quoi? Et ça permettait justement de se réapproprier la culture et de la partager. Et ça, je trouvais ça important. Du coup, on faisait le geste partout où on allait, c'était comme ça. Et les gens, ils l'ont super bien reçu chez qui on était, qu'importe la couleur, et ils nous ont fait des retours de gestes. Et donc, c'était vraiment, vraiment émouvant et sympathique. Et donc, ça, c'est la première demi-journée. Voilà, on arrive l'après-midi, on fait un geste de bonjour. Après, on visite le terrain avec la personne qui nous accueille. Comme ça, il nous montre un peu c'est comment chez lui, le passé de son terrain, tout ça. Et puis, le soir, bah, on plante la tente, on mange. Donc, la personne nous fournit le repas. Le lendemain matin, on se réveille aux aurores, avant le vrai lever de soleil. On prend le petit déj et dès qu'on peut, dès qu'on voit au bout de nos bras, là, bah, c'est parti, on rentre dans le champ et puis on travaille pendant 4 heures. Et ensuite, on fait une pause. Donc là, ça nous amène à milieu de matinée. Quand il commence à faire trop chaud, là, on travaille plus parce que ça ramasse, la terre, elle ramasse, les gens aussi. Et là, du coup, après, on fait la cuisine avec la personne si on a envie de partager ça. On peut faire une grosse sieste, on fait ce qu'on veut. Et on reprend en milieu d'après-midi où le soleil il est plus clément et on finit à la tombée de la nuit. Et puis là, on mange, on dort. Le lendemain, rebelote. Donc on travaille 2 jours d'affilée en entier. Donc si par exemple on a allez, 10 personnes à 8 heures par jour, ça fait 80 heures, ça fait 160 heures de main-d'œuvre sur 2 jours. C'est vraiment pas négligeable hein, sur de la mise en et quand on est plusieurs, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et il y a vraiment une synergie collective et chacun apporte ses petites idées. Donc le projet s'améliore au fur et à mesure, il se compose au fur et à mesure. C'est génial, ça va super vite. Euh, et ensuite, donc ça c'est les 2 jours. Et le dernier soir donc le soir du troisième jour, en fait, du coup c'est le troisième jour. Et donc le deuxième jour de travail complet, c'est la fête. On sort les jeux de société, les instruments de musique. Et puis là, c'est notre soirée où on partage vraiment avec la personne qui nous a accueillis. On parle des projets qu'on a fait chez lui. On a fait des tours de magie dans les tribus. On a fait des jeux de société avec les petits vieux de là-bas. On a fait tout ça, c'était vraiment cool. Et puis le lendemain matin, grasse matinée, on essaie de faire un peu de tourisme, on va dire, sur les spots de cascade, les spots de forêt, les rivières, tout ça pour se détendre un peu. On fait un débriefing entre l'équipe, on discute ensemble de ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, parce qu'on est humain, hein, on vit pendant un mois ensemble, pour certains, c'est important de débriefer à certains moments. Et puis, pendant ce temps, on laisse le livre d'or à notre hôte qui nous accueille. Donc, lui, il laisse un petit mot. Et il voit aussi les mots des autres qui nous ont accueillis. Donc, ça permet aussi de créer un lien au niveau de la parole
entre les gens, ils voient l'histoire en fait. Il y a une histoire qui s'écrit sur un livre d'or au fur et à mesure. Et ensuite, on sort la banque de graines et on fait un échange de semences. Et on récupère des semences que les gens ils ont, et puis nous, on donne les semences qu'on a, et puis on fait un échange. Et du coup, ça enrichit vraiment cette banque de graines. Et en plus, comme après, on passe à l'étape d'après, et ben, on pollinise finalement de semences traditionnelles, rustiques, adaptées au terrain, parce qu'ils sont cultivés sur place. Et on pollinise tout notre pays comme ça. Et ça permet de faire circuler les semences. Ça, c'est hyper important au niveau autonomie alimentaire et souveraineté. Et donc, voilà. Ça, c'est un peu le déroulé d'une étape. Et après, donc, ah oui, puis au moment de partir, la personne qui nous a accueillis, elle nous donne le geste d'au revoir qui nous servira de geste de. Donc, ça veut dire que là, entre les étapes, d'une étape à l'autre, il y a du lien aussi qui se crée au niveau geste. Et, et c'est comme ça qu'on a remonté, par exemple, des ignames. Dans la culture kanak, c'est très, très important, l'igname. Et vraiment, ça symbolise l'homme et tout. Enfin, c'est vraiment sacré, quoi. Et on a remonté des ignames du sud jusqu'au nord. Et les gens du nord, ils étaient surpris de voir des gestes qui sont faits avec des symboles forts comme ça. Et ça les a émus. Et du coup, après, tous les gestes qui ont suivi, c'était fort, quoi. C'était puissant. Il y avait de la vannerie, des chapeaux en paille, des, des, des paniers tressés. On a eu des plantes sacrées. On a eu plein de choses et qui ont tourné comme ça dans le pays. Et c'est vrai que c'était intéressant, quoi. Donc voilà pour le projet Permatour, comment ça fonctionne. Les gens, ils viennent, c'est pas les vacances, quoi. Forcément, on travaille un peu, mais on apprend. Et les gens, ils viennent pour une semaine, 2 semaines. Il y en a qui font le mois entier, il y en a qui viennent que pour le week-end. Et puis c'est une pirogue, en fait. C'est vraiment ça. Tu montes enrichir cette pirogue. Elle se gonfle d'énergie, elle se gonfle d'amour, elle se gonfle de force, elle se gonfle de savoir. Elle se gonfle de graines, elle se gonfle de plein de choses, et puis elle avance d'étape en étape. Et, euh, et ça, c'est sûr que c'était. Et puis il y a toujours cet accueil, quoi. Ça, c'est clair que là, c'est du tourisme alternatif, quoi. On n'est plus du tout sur les sentiers touristiques de base. On va au gîte, on va à l'hôtel, on va à ceci, cela. Non, là, on est chez l'habitant, on travaille avec lui la terre. Il y a un lien hyper fort qui se crée. Il nous montre des coins de ouf qu'il a jamais montré à personne. Enfin, c'est vraiment une réelle amitié qui se crée, quoi. Et puis on se dit au revoir, le geste d'au revoir, c'est toujours des pleurs, c'est toujours tout ça. Enfin, c'est fort ce qui se passe et c'est vraiment beau, quoi. Et franchement, c'est des gens avec qui on garde des liens. Après, ils suivent la page et ils sont chauds là pour. Il y en a plein qui sont chauds pour renouveler l'expérience cette année. Enfin, ça. Et tout doucement, ça crée une communauté, quoi. Marie-France, tu pouvais poser une question? Oui, tu sais, tu as dit que c'était une fois par an, le permato. Et tu viens de dire, on a la possibilité de suivre votre permato. Point d'interrogation. Oui, on Alors a la page dis-nous où. on a la page qui s'appelle Permatribs. Donc c'est la tribu permacole, on va dire. Je peux vous donner le lien Permatribs. Perma apostrophe Tribs. La tribu Permatribs sur Facebook, c'est un groupe. Non, c'est une page. Et dessus, on a eu le logo de la page qui nous a été dessiné l'année dernière par deux Allemandes qui ont rejoint le Permatour. Mais il y a des trucs, mais c'était ouf. C'est genre, il y avait, on était à la tribu de bas, tout en haut de la cascade de la tribu de bas. Donc c'est déjà, ça c'était une blague. Après, on avait deux Belges, on avait deux Allemandes qui parlaient que anglais au milieu d'une tribu. Il y avait trois caldoches, quatre oreilles, un javanais et le reste des Kanaks. Et c'était la moitié qui parlait anglais. On voyait les vieux de la tribu qui essayaient de parler anglais. C'était hyper drôle. Et tout ça autour du repas le soir, en train de manger la soupe éclairée à la bougie. Et c'était mais magique, quoi. C'est des moments. Il y avait un réel échange culturel. C'était incroyable, quoi. Et voilà. Donc, bon, en gros, la page, elle s'appelle Permatrips. Je vais essayer de vous envoyer un lien là. Je le Tac. mettrai en, je le mettrai en description. Tiens, je te l'envoie là, déjà en privat chat et puis tu partageras.
Voilà. Et puis du coup, bah, dessus, il y a les vidéos. Les vidéos à chaque fois, moi, je prends des photos. Tous les jours, je prends des photos de ce qu'on fait à la journée. Et je fais un rapport photo tous les jours. Du coup, les gens qui n'ont pas la possibilité d'être sur place, ils peuvent nous suivre sur Internet. Et il y a des vidéos. Donc, on a vidéo 2016. La première édition, c'était en 2016. On a eu 2017, 2018. Et puis là, il faut que je fasse la vidéo 2019. Et puis voilà, avec des moments forts du permatour. Et puis on a fait des spirales aromatiques, on a fait des phytoépurations, on a fait des bassins, on a récupéré des jacinthes d'eau qui sont extra invasifs, qui ont pollué toute une rivière. On a sorti 6 tonnes de jacinthes d'eau pour les épandre dans toutes les buttes de culture du mec. Ça lui a nourri sa terre, ça a fait rétenteur d'eau pour survivre à la sécheresse. C'était tout bénef. Et en plus, ça a dépollué la rivière. Et puis nous, on a passé la journée dans l'eau, donc c'était trop drôle. Et donc voilà, c'est que des petites actions comme ça, vraiment sympathiques, on en apprend. Et puis aussi, ça fait du bien de voir une fatigue physique autour de la terre, autour de l'échange et du partage. On est toujours motivé quand c'est chez les autres. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je vais bosser dans le champ des autres, je suis hyper motivé. Mais quand je suis chez moi, alors là, bon, c'est une autre histoire, hein, mais je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est ouf. Vas-y, Marie-France, tu veux dire quoi? Je voulais chercher Anaïs où est-ce qu'elle était. Mais juste une dernière question. Tu nous rappelles vers quelle période vous faites le permatour? Alors, on fait en octobre, parce que chez nous, en Calédonie, ça tombe juste avant l'été. Du coup, il fait encore un peu fraîchouille, mais en même temps, ça se réchauffe. Et ça nous permet de parler de la problématique de l'eau. Du coup, les projets qu'on va mettre en place chez les gens, on va pouvoir parler de l'eau, de l'importance de pailler ses cultures pour garder l'humidité, de l'importance de gérer ses arrivées d'eau à partir de la pluie sur le toit, dans la maison, la phytoépuration, finir dans le champ, sous quelles conditions. Et vraiment, ça prépare ce travail de gestion de l'eau dans le champ, qui est hyper important pour dynamiser la vie dans le sol et pratiquer la permaculture. Et donc en octobre, c'est pas mal. Et en plus, comme c'est début de l'été, on a des journées qui sont un peu plus longues. Donc on peut vraiment en profiter et avoir des grosses journées. Et puis voilà. Octobre, ouais, c'est pas mal là-dessus. Et J'aurais une... que dire d'autre? Là, je vais faire un. Ouais, non, en gros, ouais. Il y a des petites conférences qui vont se faire et une bien connue qui est internationale là où on va pouvoir parler de ce projet-là dessus, donc ça va être intéressant. Et en fait, j'aime bien parler de ce projet comme de la solidarité paysanne. C'est vraiment le principe, c'est aller aider aussi les agriculteurs et c'est aussi faire prendre conscience aux urbains de la ville que aller acheter ces légumes, et ben le travail qu'il y a derrière les légumes qui sont sur les étals, ça c'est important parce que râler sur le prix, on est les premiers à le faire. Mais par contre, se lever à 5 heures du mat pour aller bêcher, pour aller faire le travail du sol, pour aller faire plein de choses, ça, il n'y a personne. Et ça permet aussi de faire comprendre à ces gens-là. En Calédonie, on a le SMAG. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Le SMAG, c'est le revenu minimum agricole. Il est, il est genre. Le SMIG en ville, il doit être à 1000 balles. Le SMAG, il est à 600 francs, quoi. C'est rien du tout, le SMAG. Et du coup, pourquoi on est payé moins cher quand on travaille le sol alors qu'on a besoin de ce métier-là pour nourrir tous les gens qui sont en ville? Sans la bouffe qu'on cultiverait, il n'y aurait pas la ville, il n'y aurait pas les entreprises, il n'y aurait pas tout ça. Et pourtant, ces gens-là qui sont plus proches de la nature et de la nourriture qui sert à nourrir tout le monde, ils sont payés moins cher. C'est pas normal. Donc déjà, ça aussi, euh, au travers de ce projet, ça permet aux gens, vraiment aux consommateurs, ça éduque les consommateurs sur les cultures naturelles, ce que ça représente comme travail, travailler sans mécanisation, travailler sans produits, ça représente beaucoup de boulot. Et c'est aussi pour qu'ils se rendent compte de tout ça. C'est aussi pour qu'ils apprennent à consommer mieux aussi, à comprendre comment ça pousse, à consommer de saison aussi, c'est hyper important, et à se rendre compte du travail de tout ça, et puis ça redonne du lien à la terre. Et là, ils vivent comme des agriculteurs. Là, ils comprennent vraiment, quoi. Il n'y a pas de fin. Là, il y en a qui râlent le matin parce que le coq, il vient à peine de chanter et ils sont déjà devant le café. On se réveille avant les coqs, des fois. Il y en a, ça râle, hein, c'est normal, c'est pas le rythme de la ville. Et c'est bon, ça forme, c'est génial. Après, voilà, il y a de tout, hein. Il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des filles, viens, et tout le monde trouve sa place. C'est ça, pour ça, il n'y a pas de fin. Soit tu vas faire les semis, soit tu vas conduire la boîte pour amener ça là-bas, soit
tu peux aider l'autre à faire un peu la cuisine, comme ça tu apprends des trucs, mais voilà, c'est dans l'échange, quoi. Tout le monde trouve sa place. Yannick, tu avais une question? Ouais, salut. Combien de jeunes il y a dans tes groupes? Pardon? Combien de jeunes? De jeunes? Jeunes, ouais. Et Adolescents, tu moins de estimes à 30 quoi ans. l'âge? Combien? Allez, moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Moins de 30 ans? Pouah. Je sais pas, ça doit représenter peut-être 60 à 70% Ah ouais, quand même, hein. des participants. Ouais, ouais. Il y a une grosse mobilisation. Ouais. Et après les autres, bah, c'est. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de cool, c'est que un mois en octobre et on vise 2 semaines de vacances scolaires et 2 semaines de pas vacances scolaires. C'est un mois qui chevauche 2 semaines de vacances et 2 semaines pas de vacances. Du coup, on a aussi deux publics après qui peuvent venir. C'est la famille avec les enfants parce que c'est les vacances scolaires et ils ont pris un peu de congé, ou alors c'est carrément que les jeunes qui ont mis de côté leur boulot précaire là pour aller vivre un peu à la route et puis faire d'autres choses quoi. Et on a beaucoup de touristes en fin de compte qui viennent découvrir le pays, qui sont woofers et qui profitent du permatour pour faire leur petit tour au woofing tranquille. Et puis voilà, et puis c'est cool aussi quoi, parce que ça nous fait toujours des belles rencontres de gens qui ont envie de découvrir le pays autrement qu'avec l'argent et sur le circuit touristique quoi. Vraiment juste d'être dans le partage et l'échange quoi. Voilà, voilà. Merci à vous tous pour votre attention et puis c'est cool. Ben, merci de nous partager l'histoire de ton projet. Tu me dis ça fait 5 6 ans, c'est ça? Bah là, ça va être la cinquième édition, la 5e année là, cette année. On a pour objectif d'aller toucher les îles, parce que c'est vrai que on est plutôt concentré sur la Grande Terre, toutes les éditions là. Et puis on aimerait beaucoup aussi pouvoir atteindre aussi un public qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. J'aimerais bien, moi, pouvoir emmener aussi des personnes qui sortent en réinsertion par rapport au milieu carcéral. J'aimerais bien aussi, il y a une association de personnes en situation de handicap aussi qui nous ont contactés. Donc après, ça demande plus de logistique puisqu'il faut appeler les tribus, savoir s'il y a accès au siège roulant, pas loin du champ, s'il y a moyen d'accéder avec le petit camion qui va les amener, tout ça. Enfin voilà, c'est de la logistique, mais ce serait vraiment intéressant aussi de toucher ces gens-là parce que le lien à la terre, on le ressent tous et qu'importe qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Et je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Les îles et puis un public un peu différent. Ouais, voilà, c'était ça. Si on veut venir faire du permatour, le permatour, on vient te retrouver sur la sur Facebook. Sur là, pardon, excuse-moi, ça a coupé. Sur la page de Facebook Permatrives alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Ben, vous êtes ça, conviés. c'est une initiative Madine Caledonia, mais je veux dire, c'est inspirez-vous, Si, quoi. Faites un tour carrément. Réunion, Permatour, tout Ouais, ça. Nous, on a fait un ouais. logo, là. On a fait un logo et sur notre logo, on a fait exprès de mettre la carte de la Nouvelle-Calédonie au milieu. Comme ça, si vous voulez reprendre le logo pour mettre la carte de la Réunion ou la carte de Martinique, ben, vous avez juste à changer le centre et puis à dessiner votre carte et puis voilà. Le logo, c'est vraiment une citrouille. Derrière, il y a deux personnages. Il y a un noir, un blanc avec une fourche, une pelle, et puis il se serre la main au milieu d'un arbre qui pousse au milieu d'une citrouille. Donc voilà. Et il y a des grosses flèches pour faire montrer que ça tourne, pour dire qu'on voyage. Donc n'hésitez pas à vous approprier ça. Hein. Franchement, c'est open source. Hein. Et il y a des gens qui nous ont écrit en disant ouais, on aimerait bien que le permatour vous passez tout ça. Commencer à discuter avec les gens sur internet, à dire ouais, ok, c'est quoi votre projet, tout ça, vous pouvez accueillir combien de personnes, pendant combien de temps, tout ça. Alors les gens ils me répondaient et tout machin. Et après j'ai fait bon alors vous êtes où? Je disais ah on est dans le Val de l'Oise, non, non, machin. Ah ouais, mais vous êtes en France, mais vas-y, nous on va pas en France, on est en Calédonie là. Et puis après des gens ils ont capté, ah oui, désolé, pardon et tout. Mais c'est trop drôle, du coup, ça, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des gens de carrément de la France qui nous contactent pour qu'on passe chez eux, quoi, parce que du coup, voilà, c'est pour ça faut créer ça partout, partout où vous pouvez, quoi. Mais en tout cas, le coup des banques de graines, c'est important. Vraiment, sur vos projets, si vous pouvez faire ça aussi, faire tourner les graines, ça a vraiment son importance, quoi. Parce que polliniser,
profiter du voyage justement pour polliniser les zones, là, faut le faire. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci Alex, super. Aujourd'hui, on a parlé encore une fois d'autonomie, de comment on pourrait y accéder, parce qu'on a bien compris que ça va nous aider à s'émanciper un petit peu des gens qui se disent responsables de nous, mais qui on se pose des questions comment ils vont bien faire pour pouvoir bien s'occuper de nous, vu ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Donc, on a vu du coup quel avenir pour nos petites entreprises dans l'outre-mer, dans les outre-mer avec Sandrine qui fait son bilan, qui fait le bilan face aux promesses du président et qui pose le bilan. On a vu aussi l'autonomie alimentaire à La Réunion avec Yannick. On a pu comprendre que, en fait, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Un petit clin d'œil à Alex. Parce que justement, quand on se met à manger de saison, etc., c'est plus pareil, mais on gagne énormément, vous l'aurez compris. On n'a pas pu avoir, du coup, on n'a pas pu discuter du cheptel réunionnais et des bœufs, parce qu'on a perdu entre-temps notre invité. Donc voilà. Et on a pu aussi discuter avec Alex du Permatour. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus sur la page pour aller voir un petit peu comment ça se passe et pourquoi pas essayer de lancer l'initiative un petit peu partout sur la planète, chez vous, en métropole, dans les DOM. Et en parlant d'initiative, j'aimerais juste parler vite fait un petit clin d'œil à 5000 pieds de bois, qui est une association, si je ne me trompe pas, il y a une page Facebook 5000 pieds de bois, on vous passera Le lien. le lien. À La Réunion, qui avait lancé une petite action. Zazalé, le QG Zazalé, les Gilets jaunes avaient participé. L'action, c'était planter un arbre, se prendre en photo et le partager. Le but étant de sensibiliser les gens justement au planter pour manger, à se suffire, à s'alimenter soi-même. Et aussi, du coup, les arbres nous aident pour l'infiltration de l'eau, on l'a vu dans des émissions précédentes. Pour l'oxygène, ça, on est tous au courant. Et comme il y a beaucoup de choses qui brûlent et qui vont continuer à brûler, donc beaucoup de choses, beaucoup de forêts, beaucoup de verdure, pardon. J'ai trouvé l'initiative assez bien pour vous en parler, pour vous dire tout ce dont on vous parle, que vous trouvez à essaimer et à partager et à continuer. Sur ce, voilà, donc on vous encourage tous. Merci de continuer à nous suivre. Je pense au petit commentaire de Pivoine Rose qui disait j'espère que cette formule perdurera. Eh bien, on espère aussi. Et vous nous aidez à la faire perdurer parce que vous mettez un pouce bleu, n'est-ce pas? Vous commentez, vous vous abonnez et vous partagez, n'est-ce pas? On peut compter sur vous là-dessus, je pense. Voilà, mais on vous dit à la prochaine fois. Et voilà, voilà. À bientôt. À vendredi prochain. On vous fait des bisous. Portez-vous bien. Bientôt le déconfinement. À bientôt. Merci de ta participation, Arthur. C'était génial. Pas de problème, ça fait toujours plaisir.